rideau levé, émotion brute. Spin Radio vous emmène au cœur du Festival Off d'Avignon du 5 au 26 juillet. Merci. Nous sommes en direct du Festival Off d'Avignon. J'ai la chance d'être à côté de Philippe Nicot qui joue dans 2 pièces au théâtre au Vieux Balancier, donc dans le cadre du Festival Off d'Avignon. Il joue dans Macbeth et Othello. Bonjour Philippe, comment allez-vous? Ça va très bien en ce moment. Oui, effectivement, je joue ces 2 pièces. C'est 2 seuls en scène, c'est ça qui est particulier à ces pièces-là. La première où j'ai été nominé au Cyrano cette année, 2024, j'ai été nominé meilleur seul en scène et meilleur acteur. Donc ça fait 4 ans que je le joue à Avignon, ce Macbeth, et ça fait à peu près 220 fois que je le joue. Donc c'est une pièce qui est très bien rodée, on va dire, où j'ai créé tout un espace musical, et c'est comme... on pourrait dire que c'est comme un concert-théâtre, en fait. On avance dans la tragédie, dans la chronologie de la pièce, en musique et en théâtre. C'est ça la particularité. Il y a des chansons en anglais, en français, il y a du slam, il y a de la musique électronique que j'envoie sur le plateau en direct. Et en même temps, je joue les 11 personnages de la pièce dans le texte original. Voilà, c'est l'originalité justement de cette pièce. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement les 11 personnages? Alors les 11 personnages, dans la pièce il y a 14 personnages, mais moi je joue les 11 principaux, on va dire, Lady Macbeth, les 3 sorcières, Banquo, Macbeth, le roi Duncan, Macduff, qu'est-ce que je joue encore, comment il s'appelle, le prince de Tann, et puis il y en a encore 2 dont j'ai oublié... j'ai oublié. Ça fait beaucoup de personnages en tout cas. Ça fait beaucoup de personnages, ouais. Alors j'ai gardé des petits bouts du texte original. Quand les personnages parlent, c'est vraiment Shakespeare qui parle. Et quand j'avance en musique, c'est un peu comme un récit pour faire avancer la pièce dans la dramaturgie, en fait. Et pour que le public suive un peu comment se déroule la pièce. Vous avez l'habitude de faire ce genre de rôle? Alors ce genre de rôle, j'ai eu la chance de jouer Macbeth dans la pièce intégrale, où je jouais le rôle principal, c'est pour ça que je la connaissais très bien. Et donc ce genre de rôle, je ne sais pas si c'est ce genre, mais j'ai l'habitude de faire des rôles principaux. Donc j'ai travaillé le Misanthrope, j'ai travaillé Oncle Vania, j'ai travaillé Othello, j'ai travaillé aussi des pièces de Molière, j'ai fait du théâtre contemporain. J'ai toujours la chance de travailler les premiers rôles, donc ça donne de la force au fil des années, ça donne de l'expérience, c'est toujours une gageure de s'engager dans des rôles comme ça, parce que c'est quand même des rôles qui ont été joués par les plus grands acteurs, dans toutes les langues, et c'est toujours un défi, et j'adore. J'adore les défis comme ça de c'est sympa, là. Et là, en plus, un défi à Avignon. Un défi à Avignon. Avignon, ça fait 10 ans que je le fais. On a eu le prix du Club de la Presse ici, avec Oncle Vania en 2016. Donc, j'ai joué ensuite 3 ans à guichet fermé, au Corsin. Et ça m'a donné... Et puis, j'ai joué Phèdre aussi ici, où je jouais Thésée, encore un premier rôle. Et du coup... Avignon, c'est un peu la bulle théâtrale, le retour chaque année au plaisir d'être là, au plaisir de partager avec le public, de jouer ses pièces, de vendre ses pièces aussi. On est là pour ça, pour faire son intermittence, pour rencontrer tous les copains de l'année qu'on voit pas. Et puis le soleil, le soleil d'Avignon, la chaleur. Moi, j'adore. Ça fait 10 ans que je viens là, alors donc. Je suis fan, on va dire. Je suis fan d'Avignon. C'est génial pour faire de belles rencontres et des fois débuter de nouveaux projets et se lancer de nouveaux défis. Et comment vous en êtes venu à jouer tous ces personnages, cette pièce-là? Comme j'ai dit, je l'ai déjà joué, donc je la connaissais très très bien. Et quand on joue le premier rôle, on a la chance de jouer en général avec tous les personnages de la pièce. Et celle-ci, vous souhaitez vraiment l'amener à Avignon? Macbeth, on m'a demandé d'écrire un conte à un moment donné. On m'a dit, tu voudrais pas écrire un conte? Alors j'ai dit, un conte, écrire un conte, c'est un peu compliqué, mais
peut-être que Macbeth, ça peut faire un très très bon conte. Donc j'en ai fait un conte rock. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ben, alors que je veux bien en faire un conte, mais je veux qu'il soit rock. Donc du coup, c'est un conte théâtralement rock. Voilà, c'est-à-dire il y a beaucoup de musique. On compare souvent ma voix à Kanta de Noir Désir, par exemple. Voilà, on est dans un mood comme ça, un peu rock and roll, quoi. Ouais, vraiment. Ouais. Parce que le rock est une passion pour vous et vous avez voulu rassembler les deux? Bah, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de groupes quand j'ai commencé ma carrière, en fait, en tant qu'auteur-compositeur, interprète, et je faisais beaucoup de groupes, et du coup, j'ai fait un groupe de rock qui s'appelait Metz, qui a beaucoup marché à un moment donné. Et oui, je voulais mélanger justement mon univers à la fois musical, théâtral. Alors il y a un peu du mime aussi. Alors moi, je suis un peu un autodidacte en théâtre. Du coup, bah, j'ai beaucoup travaillé. Et du coup, je mélange tous les arts un peu. Et j'adore. Ouais, c'est formidable, c'est au moins original et ça fonctionne. Vu comme je le disais tout à l'heure, vous avez été nominé donc pour les Cyrano Ouais. en 2024. En général, c'est que disent les spectateurs en sortant de la pièce? Ah bah ils sont époustouflés, on va dire. Voilà. Ils sont les enfants aussi. C'est ça qui est étonnant. Il y a, à partir de 10 ans, les mômes qui comprennent pas évidemment toute l'histoire, hein, mais les sorcières, voilà. J'ai trouvé 3 sorcières qui sont extra. Les gens, ils adorent. Je fais participer le public. Il y a une espèce de, voilà, il y a une espèce de fusion qui se fait avec le public à un moment. Et quand c'est parti, ça s'arrête plus. Et ça, j'adore. Voilà. C'est donc oui, j'ai été nominé et je suis très fier, hein, parce que je sais pas sur combien de spectacles ils jugent en fait. Il y en a beaucoup en Il y en a plus. beaucoup, je pense. Et du coup, bah, 2 nominations, oui, c'est super, c'est très très bien. Ouais. Bah, bravo en tout cas. Merci. Et vous allez, vous pensez avec Othello tenter de participer également pour être nominé? Alors, Othello, je vais le rejouer à la rentrée, et Macbeth aussi, hein. Je vais le rejouer à Paris, au Théâtre Essaillon, en avril, mai et juin. J'ai des dates en tournée à Guéret, à Nîmes, à Paris aussi, à Asnières. Bon. Et du coup, Othello, en fait, pour pouvoir être nominé participer en tout cas au Cyrano, il faut jouer 30 fois sur Paris. Okay. Donc il faut que je programme Othello à Paris, donc au mois d'avril, mai, juin, pour pouvoir demander au Cyrano de venir voir le spectacle. Et après, ils prennent leur décision de nominer ou de ne pas nominer. Donc oui, si j'arrive à trouver 30 dates à Paris l'année prochaine, je leur demanderai de venir, ouais. C'est vrai qu'il y a des conditions évidemment pour tenter d'être nominé. Et est-ce que, pour revenir donc à la première pièce donc, dont nous venons d'évoquer tous les sujets, ce serait possible de donner 3 arguments autres que le rock pour donner donc envie aux spectateurs de venir? Bah, comme je l'ai dit, quoi, c'est vraiment, il y a un rapport avec le public qui est direct, puisque dans la pièce, il y a un conteur, qui est moi-même, évidemment, qui joue de la guitare, donc il parle directement au public, donc vraiment, il y a une espèce de catharsis comme ça qui se fait, et puis à un moment donné, Macbeth, qui devient, lui, incarné, parle aussi au public, et puis les sorcières, qui devient elle-même le conteur, enfin les conteuses, parlent au public. Donc il y a vraiment un échange comme ça entre la pièce, les personnages, le public, et cette catharsis, quand elle se met en route, c'est ça qui fait que le public adhère. Voilà, c'est ce qui fait vraiment que le public, et moi je le sens sur le plateau, que le public est présent, il participe. Et c'est génial cet échange. Ouais, c'est super. Et du coup, alors c'est vrai que les gens qui sont au premier rang, ils prennent beaucoup d'émotions. Et comme Macbeth et Othello, on a toujours l'impression, enfin Shakespeare en général, que c'est intellectuel, que c'est lourd, que ça va être rébarbatif. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai tout recentré sur 1h10, et en fait, mon théâtre est émotionnel, il n'est pas intellectuel en fait. Donc je suis vraiment tout le temps dans l'énergie émotionnelle, et j'essaye de faire participer le public
à cette émotion. Voilà, c'est mon but dans le théâtre, et je ne pense qu'à ça. Mm. Et dans la chanson, pareil. Ce qui est important, c'est l'énergie et l'émotion. L'intellectuel, après, bon, il faut qu'on comprenne de quoi on parle, quelles sont les trames dramaturgiques et tout ça. Mais l'intérêt, c'est vraiment l'émotion. Ouais, l'émotion est au cœur de vos deux pièces. Donc la première, on disait donc Macbeth, et la deuxième Othello, que vous jouez donc à chaque fois au théâtre au Vieux Balancier. Donc souvent, on peut essayer de parler un petit peu de la deuxième pièce pour essayer de la mettre en avant également. Est-ce que ce serait possible de nous rappeler un petit peu, enfin de définir avec vos mots, de nous le pitcher, s'il vous plaît. Le pitcher. Alors, dans Othello, il y a 3 grands personnages principaux, Desdémone, Othello et Iago. Voilà, c'est les 3 vraiment les 3 principaux personnages. Après, il y a 2 autres personnages qui sont très importants. Alors, il y a quelqu'un qui sort de chez voilà, qui sont très importants, c'est Cassio et Roderigo. Bon, mais c'est quand même des personnages secondaires. Et donc, Iago, il est en fin de carrière comme officier, et en fait, il aurait voulu que Othello le nomme chef de l'armée, en tout cas son lieutenant, son premier lieutenant. Et Othello ne le nomme pas, il nomme un jeune mec qui sort de l'école, et ça le rend complètement jaloux. Il en est fou parce que il pense qu'il est foutu à la retraite. En fait. Et c'est un peu, si tu veux, la connotation qu'il y a avec notre époque où on fout les gens un peu vieux à la retraite, où on leur donne des trucs et place aux jeunes, ce qui est un peu normal aussi, sauf que les gens, ça fait quand même des fois 40 ans qu'ils bossent dans les boîtes et on les fout à la retraite. Il est un peu dans cette dynamique-là. Et en plus, la rumeur dit que Othello a couché avec sa femme. A couché avec la femme de Iago. Donc ça le rend jaloux, mais d'une folie, une jalousie folle. Et du coup, il décide, comme ça, par machiavélisme, de rendre Othello jaloux, qui vient, lui, d'épouser Desdémone en cachette. Othello a épousé Desdémone en cachette. Il l'a fait rêver avec tous ses exploits de militaire. Et donc, ils se sont mariés en cachette. Donc, tout le monde le sait, à part le père de Desdémone. Donc, Iago commence à mener une espèce de stratégie de vengeance où il va d'abord prévenir le père pour dire que Toucha a grimé dans la pièce, puisque c'est pareil, j'ai adapté cette pièce où j'ai vu toute la pièce à travers le prisme de Iago. Donc, il n'y a que Iago qui parle. Et il y a 90% du texte de Shakespeare. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que là, je ne fais pas de récit. J'avance dans la pièce que à travers les mots de Shakespeare et que à travers Iago. Et là, on voit comment Shakespeare arrive à mener des trames psychologiques, dramatiques, machiavéliques. Et du coup, oui, voilà, c'est comme un thriller. On est dans Hitchcock pratiquement, parce qu'il arrive à rendre jaloux Othello, mais c'est énorme comment il y arrive. C'est machiavélique. Ouais, c'est machiavélique, oui. Et voilà, donc à travers ce prisme-là, on peut aussi lire Shakespeare. Voilà. Et c'est beaucoup plus simple aussi voilà, c'est pas intellectuel encore, c'est encore émotionnel, sauf que là, il y a les mots de Shakespeare. D'accord. Et vous pensez qu'à partir de quel âge on peut comprendre la pièce au minimum? Alors hier, c'est dingue, parce que je crois que c'était la première fois, il y a le grand-père, la grand-mère qui est venu avec la petite, elle avait 12 ans, le petit, il avait 10 ans, et le père. Et les gamins, ils étaient à la sortie super enchantés et ils voulaient absolument venir voir Macbeth. C'est formidable. Ouais, ils vont venir. Ah bah oui, venir, ouais. Parce que voilà, ils étaient pris aussi dans l'émotion. Comme Iago, c'est quelqu'un qui a une multipersonnalité en fait. Donc en fonction des personnages qu'il a en face de lui, il a une personnalité.
Voilà, c'est ça qui est ça, c'est sa force en fait. Mhm. C'est-à-dire qu'il arrive, et voilà, c'est comme les pervers narcissiques qui arrivent à retourner la situation toujours à son avantage et d'être dans un écran psychologique qui fait que avec Othello, il est d'une façon, avec Desdemone, il en est d'une autre, avec Cassio, il est plus machin, avec Roderigo, il est paternaliste, voilà, enfin voilà, il est toujours dans un, voilà, c'est comme un serpent. Mhm. Du coup, ça a intrigué déjà les plus jeunes, qui, je suis sûre, vont s'intéresser de plus près à William Shakespeare. Parce que c'est génial de découvrir comme ça une pièce de théâtre et Ouais. de donner l'envie de transmettre. C'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi, la transmission? Ah bah c'est la transmission, ça, elle se fait d'elle-même en fait. Hein, là, à la base, moi j'aime bien. Par exemple, j'aime pas faire les spectacles de jeune public. C'est pas mon truc. Voilà, j'ai besoin quand même d'avoir quand même une énergie quand même des fois qui est, je dirais qui pourrait faire peur, mais voilà, les enfants ils ont besoin des fois un peu plus de douceur. Et du coup, là, la transmission, elle se fait dans les écoles, en fait. Parce que les profs, quand ils viennent voir Shakespeare, ils se disent comment c'est possible de faire Othello tout seul, hein. Et en fait, quand ils viennent, ils m'achètent les spectacles. Voilà, c'est-à-dire qu'ils veulent que je vienne dans leur école transmettre justement Othello ou Macbeth à leurs élèves. Donc, en général, à partir de 10 ans, voilà, les collèges et en dessous, un petit peu en dessous des collèges, ça fonctionne super bien. Voilà, c'est génial. J'ai dû faire déjà une 10 ou quinzaine de scolaires. Et donc, ça marche très, très, très bien. Ah, mais c'est chouette. Donc, s'il y a des profs qui entendent cette émission, n'hésitez pas à le contacter. Parce que, donc, il joue dans plusieurs pièces. Donc là, dans le cadre du festival, c'est Macbeth et Othello, au théâtre au Vieux Balancier. Et c'est pas trop compliqué de pouvoir jongler sur les deux pièces? Bah, il faut être organisé, il faut se reposer entre les deux, il faut bien dormir le soir, en fait. Voilà, et puis bon, il faut flyer, bah, à Avignon, il faut flyer. Mais du coup, je fly 1h30 par jour, je peux pas plus. Voilà. Donc je me fais 11h30, 1h30. Voilà, je me fais de ça en fly-in. Ensuite, je vais jouer à 14h40. Je sors vers 16h et quelques. Et jusqu'à 19h, je suis un peu en repos. Donc voilà, je prends une douche, enfin voilà, je me repose, je dors, je mange un petit peu. Et puis après, je suis partant pour rejouer Othello. Oui, puisque Macbeth est à 14h40 et Othello 19h30. Exactement. Et ouais, donc vous flyez surtout en vélo, j'ai cru comprendre. Ouais, je fais mes petites tournées en vélo, comme ça je peux aller au village du Hof, Place Pie, Place des Corsins, assez facilement, dans mes 2 heures. Et puis j'arrête les gens, je leur demande toujours avant s'ils veulent que je leur parle de mon spectacle. Voilà, et donc je m'arrête en vélo, tac, juste à côté d'eux. S'ils me disent non, hop, je file. En plus, le lieu est vraiment accessible vu que c'est à côté de la place Pie. Oui. Nous sommes d'ailleurs actuellement. Et donc c'est génial. Donc que ce soit début d'après-midi ou fin de soirée, c'est toujours un moment sympathique. C'est même plus facile à caser, j'ai l'impression, à 14h40 ou à 19h30, 15-16h dans Avignon. Oui. Donc c'est aussi un avantage. Oui. Au niveau du public, donc tu sais que tu avais un peu de tout, donc c'est chouette, donc on vit en famille, donc n'hésitez pas à venir avec des enfants, donc à partir de 12 ans. Ouais, 10 ans. 10 ans. Oui, 10 ans, ça passe pour les deux en fait. C'est ce que je me suis aperçu pour Othello hier. Voilà, je pensais que comme il y a plus de textes que le Macbeth, comme on est plus quand même dans Shakespeare, alors que c'est du texte qui est comme du langage parlé, hein, quand même. Hein. Il y a pas, c'est pas élaboré comme langage. Je me disais les gamins, mais comme il y a et comme je joue beaucoup de personnalités, ça leur plaît. Et puis il y a aussi des musiques. Il y a de la musique en fond sonore de Othello, comme un film. En fait, c'est très cinématographique Othello. Et Macbeth, c'est très concert. Donc c'est vraiment la différence entre les deux. C'est qu'il y en a un, on a l'impression d'aller au théâtre-concert et de l'autre au cinéma théâtre. Oui. Une fois que vous aurez vu une des deux pièces, bah, vous irez évidemment à l'autre parce que vous allez être conquis, c'est sûr, par l'interprétation du comédien. Et t'as pas rencontré de difficultés particulières d'ailleurs lors de tes interprétations ou de la mise en scène?
Alors, ben, c'est toujours bon. Comme moi, je travaille tout seul en fait. Hein, je fais la mise en scène, je fais la musique, je fais l'adaptation, j'interprète. Alors, si tu veux, il y a un moment donné où tout doit s'imbriquer les uns dans les autres. Et cette imbrication, si c'est un mot qui existe, elle peut être longue parce que l'adaptation littéraire, elle peut être aboutie, on va dire. Par contre, quand tu passes sur le plateau, tu t'aperçois que le littéraire, ça passe pas. Il faut réécrire pour le plateau. Donc ça c'était. Ensuite tu composes de la musique, tu dis elle est super, ouais ça va être sympa et tout ça. Et puis quand tu la mets sur le plateau et que tu parles par-dessus, tu t'aperçois que ça va pas. Donc tu vois cette espèce d'aller-retour, d'imbrication. Et au niveau de la mise en scène, ben, mon travail c'est surtout me filmer, regarder, me filmer, regarder. Alors il y a toujours un aller-retour comme ça entre celui qui joue, moi, et celui qui regarde, moi. Et voilà, et en fait, je me dédouble, et quand je me regarde filmer, je m'oublie. J'oublie que c'est moi qui joue. C'est ça, en fait, le truc. Et quand j'ai fini la mise en scène, quand j'ai tout imbriqué comme ça, je le joue devant des amis, hein, souvent devant une seule personne, voilà, soit une femme, soit un homme, qui sont professionnels, à qui je demande des retours. Et quand j'ai fait ça 10 fois, devant 10 personnes différentes, quand j'ai fait ça 10 fois, le spectacle, il est abouti. Parce que chacun me donne leurs sentiments. Quand il y a un truc qui est bien, ou quand on me dit 3 fois, non, là, la musique, c'est un peu lourd, bah, je change. Quand on me dit, là, ce passage-là est génial, je garde. Voilà, et au bout d'un moment, ça se fabrique. Et c'est fini, et j'ai pu... et en général, après, ça fait une sorte d'unanimité. C'est-à-dire que j'ai réussi à, à fabriquer une émotion, voilà, globale. Ah bah chouette. Ouais. C'est une façon de faire qu'on peut retrouver souvent au théâtre ou c'est vous Alors, qui est préféré de cette manière? alors je sais que par exemple, alors je vais oublier son nom là, celui qui travaillait avec Mouchkine, Philippe, je sais plus son nom. Non. Tout va pas? Non. Bon. Ouais. Ah zut, en plus quoi, il est super connu, tout le monde le reconnaîtra. Voilà, je sais qu'il travaillait comme ça aussi. J'ai beaucoup regardé ses spectacles il y a 15 ans, 20 ans, je crois. Ah zut, j'ai oublié son nom, ça m'embête. Ça nous reviendra Ah peut-être ouais, dans ouais. quelques instants. Ouais. Bon, il jouait Molière avec Mouchkine, donc tout le monde va le reconnaître. C'est une façon de faire qui n'est pas donnée à tout le monde en fait, hein, parce que déjà les comédiens n'aiment pas se regarder, puis faire de la mise en scène c'est particulier. Il faut être prêt à recevoir la critique de professionnels aussi. Ouais, faut être prêt, tu vois, et puis faut toujours se remettre en question, toujours, 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 toujours. Et ça, moi, ça me dérange pas, mais il y a des gens, par exemple, ils n'y arrivent pas, et quand c'est moi qui mets en scène quelqu'un, des fois, ça peut clasher parce que les gens veulent pas se remettre en question. Moi, ça me pose pas de problème parce que tant que mon travail n'est pas abouti, je viens pas à Avignon. Je viens que quand c'est fini vraiment, où je suis sûr que c'est abouti et que j'aurai pas de critique à laquelle je peux aussi me critiquer. Voilà. Si je me dis ah tel passage est pas bon et que après les gens ils me disent oh, vous savez tel passage est pas bon, bah je me dis j'aurais mieux fait de le changer quoi. Donc ça pour éviter ça, tant que je suis pas sûr que le spectacle est complètement abouti, je viens pas jouer à Avignon ni à Paris. Oui, et le résultat, bah, évidemment, est bien présent. En plus, elle a été nominée donc au Cyrano en 2024 pour le meilleur comédien premier rôle et meilleur seul en scène. C'est fantastique déjà d'en avoir un, mais là en plus c'est deux, c'est complètement complémentaire. Et on espère que Othello va pouvoir aussi pouvoir être nominé, qu'il va remplir toutes les conditions, puisque ce sont vraiment deux belles pièces. Donc il se joue au théâtre au Vieux-Port, Vieux-Balancier, désolé, théâtre au Vieux-Balancier, donc à côté de Place de Pie. 2 rue d'Anfou, donc Macbeth à 14h40 et Othello 19h30, donc du Shakespeare complètement revisité et qui donne envie, même pour les plus jeunes, d'avoir cette approche théâtrale. Ouais, tout à fait, merci beaucoup. Oui, alors Macbeth, on est souvent complet là depuis le début, donc ça c'est super. Hein, et puis Othello, ben il fait
il fait ses moitiés de jauge pour l'instant et on attend que le public participe aussi à cette pièce. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre les projets de Philippe Nicot, un merveilleux comédien. Et le rocker aussi. Et merci à Speed Radio. Bonne journée à vous tous. Cet été, vivez le Festival d'Avignon avec Théâtre et Spectacle de Paris. Le magazine incontournable pour ne rien manquer de cette folle aventure théâtrale. Sélection de spectacles éclectiques, reportages exclusifs, interviews, coups de cœur. Des pièces qui font rire, vibrer, réfléchir et surtout rêver. Un numéro spécial disponible tout au long du festival pour vous guider au cœur de la plus belle scène vivante du monde. Et à la rentrée, on prolonge le plaisir avec une sélection parisienne pleine de surprises. Retrouvez Théâtre et Spectacle de Paris dans vos théâtres préférés et laissez-vous porter par la magie du spectacle vivant.